bien, bonjour et bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril. Je suis très content de vous accueillir ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors, un peu particulière parce qu'en fait, on va se replonger dans l'univers de Donjons et Dragons et notamment des jeux de plateau, donc système board game, voilà, qui sont quand même très connus. Vous avez vu sans doute des vidéos un peu partout sur Internet sur ces jeux. En fait, on va se replonger dans l'univers de Ravenloft, Castle Ravenloft. Le temps d'une vidéo, puisque en fait ça a été un peu la demande de quelques personnes sur la chaîne. Et on va parler notamment du contenu que j'ai contribué à mettre en place, un contenu donc qui correspond à une campagne pour ce jeu, avec tout un tas de rajouts. Voilà, donc Ravenloft, c'est un peu une grande histoire, une vieille histoire pour moi. C'est une campagne de jeu de rôle que j'ai faite avec des copains à moi quand j'étais à l'époque du lycée. Voilà, vraiment c'était éclaté à faire cette aventure. Et du coup, c'est resté comme un exemple de campagne vraiment top, quoi, en termes de jeu de rôle. Et d'univers aussi, gothique, qui me plaisait beaucoup. Et donc, quand quelques années plus tard, il y a un jeu de plateau qui est sorti, Castle Ravenloft, j'ai fait ah quoi? Alors, j'ai foncé dessus évidemment. Et donc, j'ai découvert ce jeu-là, qui est donc un dungeon crawler et qui est sorti au moment où Donjons et Dragons lançait sa quatrième édition, ou dans ces eaux-là en tout cas, puisqu'en fait c'est un jeu de plateau qui se sert en partie des éléments de la version 4 du jeu de rôle, qui était une version vraiment assez révolutionnaire, qui avait changé beaucoup de choses, et notamment qui apportait des notions de pouvoir. Les personnages avaient chacun des pouvoirs, des cartes pouvoirs, qu'on pouvait symboliser sous forme de cartes pouvoir utilitaire, pouvoir quotidien, etc. Et donc ces éléments-là sont repris en partie dans le jeu, et ils ont étendu la gamme, hein, puisque maintenant il y a 5 ou 6 jeux au moins, peut-être même 7 dans voilà, depuis le premier, depuis Castle Ravenloft, il y en a eu pas mal qui sont sortis. Et ils ont grosso modo gardé le même principe, donc de pouvoir affilié à des personnages. Et on est dans du dungeon crawler pur jus, avec de l'exploration, du hasard dans les dés, du hasard dans les cartes, dans le tirage de tuiles, etc. Et puis aussi dans le côté évolution des personnages, alors ce qui était jusque-là très 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 peu justement développé. On va dire que c'est peut-être l'élément qui était le moins développé, le développement des personnages. C'est venu petit à petit, ils ont développé petit à petit des systèmes de campagne, mais c'est vrai que pour le premier, il n'y avait rien du tout. Le personnage pouvait passer de niveau 1 à niveau 2 avec un coup de bol. Et puis, ils ont gagné deux, trois petits avantages. Et puis sinon, voilà, les aventures étaient des one-shots. Il n'y avait pas spécialement de continuité. Même si on pouvait s'amuser à les faire un peu dans l'ordre quand même. Mais il n'y avait pas d'évolution du personnage. Les équipements, on n'était pas censé les garder d'une aventure à l'autre, etc., etc. Voilà. Euh, mais bon, à part ça, on est vraiment dans du crawler et qui se joue sans maître de jeu. C'était Il n'y en avait pas tant que ça à cette époque-là, hein, quand ce jeu est sorti. La mode du jeu solo ou jeu coopératif est arrivée à peine. Et les derniers en date, c'était des vieux trucs, hein, c'était du Warhammer Quest par exemple, ce type de jeu. Et à ma connaissance, il n'y avait pas eu de version solo coopérative de Dungeon Crawler. Peut-être, je me trompe peut-être je pense à un vieux jeu, un tout petit jeu qui s'appelait Dungeoneer, qui était fait un jeu, mais je me demande si c'était pas coopératif, si c'était pas en affrontement quand même. Non, enfin bon, c'était encore très 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 réduit à ce moment-là. Et donc bah voilà, c'était une belle découverte avec des avantages et des défauts. Les défauts, bah, c'est que le matériel était quand même pas terrible. Les tuiles notamment, les figurines par contre étaient correctes. Et elles étaient tirées de la gamme des figurines de Donjons Dragons qu'ils mettaient sur le marché parce qu'ils avaient un jeu des combats de figurines aussi en parallèle. Donc en fait ils ont recyclé certaines de leurs figurines et elles étaient correctes. Il y en avait même des assez grosses, ce qui permettait d'avoir un set de figurines finalement pour pas trop trop cher, parce que le jeu à l'époque il devait pas être vendu si cher que ça, de mémoire. Je sais pas, 60 € peut-être, quelque chose comme ça, 50-60 euros.
Il y avait quand même une bonne quarantaine de figurines. Voilà. Le système de jeu n'a pas plu à tout le monde, hein, parce que c'était quand même très hasardeux, on va dire. Mais moi, voilà, j'adorais l'univers. Et assez rapidement, en fait, je me suis dit que j'allais voir ce qui existait déjà au niveau de la communauté. Et j'étais très surpris de voir que le jeu était hyper suivi sur Board Game Geek et qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient contribué à faire du contenu fan-made. Et donc, eh ben, je me suis attelé à la tâche aussi. J'ai repris des traductions, parce qu'il y avait des traductions qui existaient en français, mais qui étaient plutôt pas mal bourrées d'erreurs, pas assez précises. Et voilà, donc je me suis attelé à reprendre les traductions. Je fais ça avec un copain sur le net. On a bossé en collaboration sur la traduction de plusieurs boîtes hein, par la suite. Et aussi, du coup, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses de proposer, notamment par exemple des cartes événements qui permettaient d'avoir un petit peu plus d'aléatoire et un peu plus de choses qui se passent pendant la partie, parce que c'est vrai que c'est un petit peu porte monstre trésor. Le système de base, c'est un peu ça. On découvre une nouvelle tuile, il y a un monstre qui arrive, on le tape, etc. Il faut essayer de survivre le plus possible et en atteignant l'objectif. Il y avait quelques petites variations dans les scénarios, mais en grosso modo, ça restait ça, quoi. Et donc, il y a des joueurs qui ont proposé des systèmes d'événements. Deux systèmes d'événements, par exemple. Donc, il y en a un, c'est le système des cryptes, des cartes cryptes. Donc là, j'en ai ici. Et alors, je sais plus qui l'a mis en place, que je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, il y avait deux principaux contributeurs, en tout cas avec qui j'ai un peu collaboré. Il y avait Chromatic Dragon, et il me semble que Chromatic Dragon, c'est les autres cartes. Et celle-là, les cryptes, c'était Ninja Dorg. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ce monsieur, c'est Tristan Hall, celui qui a par la suite lancé sa propre gamme de jeux, que vous avez vu sur ma chaîne et que vous pouvez voir sur d'autres chaînes, notamment sur la chaîne des Trigan, par exemple. Et le jeu s'appelle, là, je ne m'en rappelle plus, j'ai un trou. Euh, Gloom of Kill Force ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bref, donc j'étais en lien avec Tristan Hall à cette époque-là. Il m'a autorisé à faire la traduction. Et donc, on a un système assez complet et de cartes en plus qui permettent d'ajouter de la variation dans les donjons. Alors voilà, par exemple, alors avant de montrer ça, donc dans les tuiles cryptes, eh bien, donc alors, le fonctionnement des règles pour le paquet crypte nous dit ceci. Donc il est divisé, allez, tu as le droit de faire le point. Voilà, il est destiné au jeu Castlevania Ravenloft pour ajouter des rencontres thématiques qui intensifient l'ambiance d'horreur dans Ravenloft. Donc, on met de côté toutes les tuiles non cryptes nommées et on mélange toutes les cartes événements attaques pour former le paquet rencontre de Strahd. Ça, c'est un truc que j'ai gardé par la suite, c'est-à-dire qu'il y a le paquet de rencontres est divisé en deux, il y a des cartes plus difficiles et des cartes plus faciles. Parce que le jeu est difficile, hein. Le jeu, ils ont un tout petit peu modifié petit à petit la difficulté, mais celui-là était particulièrement hard, c'est pas évident de gagner. Voilà, phase d'exploration, quand une tuile crypte est piochée, piochez une carte du paquet crypte et suivez les instructions. Le joueur ne pioche pas de carte rencontre ou de monstre à sa phase d'ennemi, il gère ça en fonction de ce qui est écrit sur la carte. Donc par exemple, pof, voilà, hop, la chasse des damnés. Donc la crypte est ornée de trophées, mais à la place d'animaux empaillés, vous voyez des têtes humaines exposées au mur, celles de héros tombés au combat. Et donc, ça propose une façon de jouer la salle qui est différente, quoi, qui amène un peu de variation. Par exemple, posez cette carte sur cette tuile comme un marqueur, piochez un monstre et placez-le sur la tuile. Quand vous avez besoin de piocher une carte du paquet rencontre de Strahd, le héros actif peut choisir de placer un combattant redoutable à la place sur la tuile avec un bord inexploré la plus proche. Alors, venez avec ces cartes, tout un tas de cartes créatures que j'ai aussi traduites, hein. Donc, c'est vrai que ce paquet est un petit peu moins facile à incorporer puisqu'il nécessite quand même aussi de mettre en place des, euh, d'avoir des monstres en plus, quoi. Voilà, il faut sortir des monstres en plus, etc.
Mais c'est sympa, c'est très sympa. Et puis, sinon, on avait donc un autre paquet de rencontres. Donc ça, c'est celui avec Ninja Dorg, qui est un petit peu plus, peut-être un peu plus facile, parce que je crois qu'il n'applique pas forcément la création de nouvelles cartes. Donc, instruction. Instruction pour les cartes événements des salles. Allez. Coucou. Alors, ces cartes ont été créées pour être utilisées avec toutes les aventures officielles ou bien customisées. Mélanger les tuiles nominales suivantes dans la pile des tuiles donjon. Donc là, en fait, on mélange toutes les tuiles qui sont dedans. On utilise les tuiles, en fait. Hein. Les tuiles crypte, laboratoire, coin moisi, etc. etc., etc. Si une de ces tuiles est spécifiée dans votre aventure, suivez les instructions de l'aventure, voilà, évidemment. Et ne piochez pas de cartes de cette pioche pour ces tuiles spécifiées, puisque justement, dans les scénarios, il arrive des choses spéciales avec les tuiles qui sont précisées. Et quand vous révélez une tuile nominale, faites ce qui suit, placez un monstre comme d'habituellement, mais ne piochez pas de cartes rencontre. Donc là, du coup, on peut utiliser les monstres qu'on utilise de manière classique, mais on ne pioche pas de cartes rencontre, même s'il y a une tuile avec un triangle noir. À la place, on pioche la carte, piochez la carte dans la tuile correspondante, quand un héros entre sur cette tuile pour la première fois. Donc, ce que je mets, moi, c'est que je mets un marqueur soit temporel, la mettre bouclier, peu importe, pour rappeler qu'elle n'a pas été encore explorée. Donc, dès que quelqu'un rentre dans la tuile, pour le coup, on pioche une carte qui correspond au lieu. Donc, il y a tout un tas de cartes. Alors, il y en avait déjà un certain nombre qu'avait créé Chromatic Dragon. Et je me suis fendu de plusieurs autres cartes donc pour augmenter un peu la variabilité. Donc voilà, la chapelle par exemple, 1, 2, 3, je sais pas combien il y en a, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. La crypte, le cercle arcanique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi, donc on doit avoir à peu près 7 cartes par lieu, ce qui permet, puisqu'on en rencontre finalement une maximum de chaque paquet par aventure, voilà, ça permet d'avoir quand même du choix et des choses, et toutes les tuiles sont présentes. Hein. Voilà, on a l'escalier secret, la fabrique, un endroit moisi, le laboratoire, enfin tout un tas de trucs, ce qui permet la sombre fontaine, donc à chaque fois, pareil, quand on joue, d'avoir des événements qui se passent et qui permettent d'apporter du contenu, quoi. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut sortir toutes ces cartes-là, hein. Voilà, il faut être un peu motivé, mais ça apporte vraiment quelque chose, quoi. Donc voilà, j'ai commencé par ça, en fait, déjà. Travailler là-dessus, traduire, faire ces cartes-là. Et puis petit à petit, j'ai commencé à imaginer, à la manière d'un jeu de rôle, un mode campagne, que j'ai un peu imaginé à la base, enfin plutôt c'est venu après, comme un mode un peu, avec un mode un peu legacy, sauf que bon, au final, j'ai pas mis ça en place, mais ça pourrait presque être un mode legacy. D'ailleurs, à un moment, je m'étais dit que ça pouvait être un projet, pourquoi pas, à envoyer à Wizard of the Coast en disant, ben voilà, vous avez fait Castle Ravenloft, le board game, et ben voilà, je vous propose Castle Ravenloft Legacy, voilà, avec un mode campagne et tout un truc, avec des éléments qui pourraient apparaître au fur et à mesure avec des enveloppes et tout ça. Je vous avouerai que je n'ai jamais passé le pas, parce qu'évidemment, j'ai fait notamment le mode de jeu plutôt en français, donc voilà, et puis... mais voilà, ça pourrait être rigolo. Même plus que rigolo, ça pourrait être génial. Peut-être qu'un jour je le ferai quand même. Ne serait-ce qu'envoyer un courrier. Mais voilà. Parce que donc, je me suis amusé à développer un mode de campagne, après, avec tous les défauts qu'il peut avoir. Évidemment, c'est un truc que j'ai fait de moi-même, en réfléchissant un peu à des éléments que je pourrais rajouter. Mais j'ai eu l'occasion de le tester 2 fois. J'ai pas fait des campagnes complètes à chaque fois, mais j'ai fait avec 2 groupes différents et ça a plutôt été apprécié. En quoi consiste le mode campagne? Eh bien, en fait, j'ai déjà récupéré tout un tas de scénarios qui existaient, qui avaient été faits par la communauté.
Donc c'est vraiment une compilation du travail de la communauté aussi autour du jeu. Alors les cartes événements c'est une chose, mais il y avait aussi tous les scénarios, donc j'ai dit beaucoup de scénarios, et donc je me suis amusé à les traduire et à proposer des mini-campagnes en fait qui permettent de traverser les scénarios et d'atteindre au final un but, le but ultime qui est de tuer Strad von Zarovich. Évidemment. Donc il faut réussir à aller jusque-là en récupérant de la puissance, des éléments, des indices, tout un tas de trucs pour pouvoir le combattre au final. Donc, parallèlement à ça, j'ai aussi développé les héros. C'est-à-dire que les héros qui allaient de niveau 1 à niveau 2, maintenant vont de niveau 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Donc il y a 6 niveaux de personnages avec en fait le panel de cartes pouvoir qu'ils avaient ne change pas. Simplement, quand tu es niveau 6, ben, en fait, tu as accès à toutes tes cartes pouvoir. Ouais, il y a 10 cartes par héros, je crois. Donc voilà, donc en gros, on gagne une chaque par niveau, il me semble. Et à la fin, voilà, on a l'ensemble des cartes en main. Avec aussi des compétences qui augmentent, plus de points de vie, plus de classes d'armure, plus de tout ça. Euh, et donc évidemment, ça va de pair avec cette évolution de campagne, quoi. Donc, dans la campagne, il y a une phase de village et une phase de donjon, de manière assez classique dans les campagnes de crawler. Et donc, je me suis amusé à développer tout un tas de trucs au niveau tout un tas de trucs hop, au niveau de la phase de village. Donc, voilà, je fais des petits cartons comme ça. Donc il y a différentes phases dans le village. Il y a la phase 1, la maison du bourgmestre, la phase 2, le campement des Vistani. Et après, il y a 3 autres lieux. Les héros visitent les 3 lieux suivants dans l'ordre de leur choix. Donc il y a l'auberge, le sang de la vigne, le temple de Barovie et le magasin chez Bildras. Donc ils doivent aller dans tous les lieux et faire ce qu'il y a à faire. Enfin, en grosso modo, le maison du bourgmestre, c'est faire un point faire le point avec les autorités de la ville, entre parenthèses, entrave. Donc là, je vais vous parler tout de suite d'un élément que j'ai mis en place dans la campagne qui est un peu le moteur principal, on va dire quelque part, c'est que les joueurs sont entravés voilà, par différentes choses qui arrivent en fonction d'une avancée dans une chronologie. Donc on commence au jour 1 et les jours avancent petit à petit et c'est là où éventuellement le mode legacy pourrait intervenir, c'est-à-dire que à partir d'un certain jour, sans que les joueurs ne le savent à l'avance, pop, on ouvre l'enveloppe jour 4 et tac, il y a de nouvelles entraves qui arrivent. Alors c'est quoi les entraves? Elles sont de tout type, hein, mais il y en a déjà un paquet qui arrive dès le début de l'aventure. Alors ça, vous pouvez voir, hein, il y a on avait filmé hein, quelques parties euh, sur la chaîne, hein, donc vous pouvez voir ça en action. Hein. Mais alors, voilà les entraves. Donc par exemple, ça c'est une entrave vampire qui intervient donc au jour 1, il me semble. Ouais. Non, c'est pas noté sur ça là, tiens. Donc. Mais en gros, ça doit être ça. Oh ouais, ces cartes-là, elles s'appliquent dès le premier jour. Donc vampire, un vampire, voilà, un vampire terrorise la région. Donc on augmente le niveau de terreur de 1. Donc j'ai mis en place un système d'échelle de terreur dans le village. Pas très développé, hein, la terreur ça va de 0 à 3. Et c'est sûr que quand la terreur est à 3, bah, c'est un peu compliqué, on peut plus faire d'achat, on peut plus avoir d'alliés, enfin on est assez limité. Et donc là, bah voilà, comme il y a un vampire qui traîne dans le coin et que les gens voilà, en sont victimes, eh bien, la terreur augmente. C'est marqué, le commerce est bouleversé par cette menace, les achats au magasin sont modifiés par le niveau de la terreur. Donc, voilà. Et donc il faut voir ça sur la fiche de magasin. Et c'est marqué, si vous tuez un jeune vampire, qui est un boss hein, du jeu de plateau, eh bien défaussez cette carte entrave. Donc une fois qu'elle est défaussée, eh bien, on ne subit plus l'effet négatif. Donc ce sont que des cartes qui amènent des effets négatifs. Alors voilà, on a l'entrave celle-là qui s'active au jour 1, c'est le Seigneur des loups-garous.
Strahd a conclu un pacte avec un seigneur loup-garou. Chaque nouveau jour sans loup-garou qui terrorise au début de la phase de village. Placez un marqueur sur cette entrave. Si au début d'une phase de village, il y a déjà 2 marqueurs, alors défaussez ces marqueurs et mettez en jeu une carte entrave loup-garou. Donc là, c'est un générateur de loup-garou. Et lui, bah, il faut le battre hein, pour défausser cette entrave. Donc il y a des scénarios avec le seigneur loup-garou. Je ne sais plus si elles apparaissent dès le début ou s'il faut débloquer certains scénarios pour y arriver. En tout cas, voilà, si on veut éviter d'avoir des loups-garous qui se ramènent tout le temps, on peut choisir d'aller l'affronter. Alors ça, évidemment, ça va de pair avec des monstres en plus, mais bon, ça là, les monstres, j'en ai pas créé tant que ça, parce qu'il y avait déjà pas mal qui avait été fait par Ninja Dorg, avec son système de crypte que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait des boss quand même, je me suis rajouté des boss quand même. Pareil, il y a certains boss qui avaient déjà été créés et d'autres que j'ai inventés. Donc un seigneur loup-garou par exemple, voilà, tout un tas de trucs qui arrivent. Et ben voilà quoi. Par exemple, il y a ça aussi, dragon zombie, entrave qui s'active au jour 1. Donc Strahd a chargé un dragon zombie de veiller sur les cryptes du château. Donc vous ne pouvez pas vous lancer dans une aventure de type crypte avant d'avoir terrassé le dragon. Pour l'invoquer et l'affronter, vous devez avoir affronté 4 quêtes basiques, donc des quêtes non cryptes, et avoir tué un vampire et un loup-garou. Un vampire, en fait, ramène une carte cendre de vampire, et un loup-garou sang de loup-garou. Donc si on a un des deux plus 4 basiques, on connaît le rituel pour invoquer le dragon zombie, et le dragon zombie, une fois battu, permet d'accéder à la deuxième partie de la campagne, la partie crypte, qui est un peu plus compliquée, des scénarios plus difficiles. Donc voilà, donc c'est des blocages en gros, hein, c'est des blocages. Il y en a toutes sortes et ils s'activent. Il y en a d'autres qui arrivent en fonction de l'avancée dans la campagne. Et donc bah, faut gérer avec ça, faire des choix, certains scénarios qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire, d'autres qu'on ne pourra plus faire, et avancer là-dedans, quoi. Euh, alors les mini-campagnes, je peux vous les montrer rapidement comme ça. Donc il y a par exemple les reliques de Ravenloft. Euh, donc il y a l'icône de Ravenloft qui est liée avec ramener l'icône, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait celle-là, il faut directement qu'on aille celle-là, faire celle-là. Ça c'est une limitation de niveau, c'est-à-dire que au-delà de niveau 2, on ne peut plus faire l'aventure. Donc il faut pareil faire un choix. Si on n'y va pas tout de suite, si on monte trop vite de niveau, on ne pourra pas aller, on pourra pas retourner chercher ça. Les quêtes comme ça grises sont des quêtes basiques, hein. Et celles-là, les rouges, sont les quêtes de crypte. Donc l'horreur de la guenaude hurlante, qui est un scénario de la campagne de base, hein, enfin du jeu de base, elle est là. Et on voit que c'est marqué, si on la gagne, ça permet de défausser les entraves guenaude d'invocation et guenaude malédiction, donc deux cartes qui gênent dès le début l'avancée des héros. Donc là, c'est tout ce qui est lié un peu aux reliques. Le journal Ostrad, on peut y récupérer un journal. Voilà, c'est une relique aussi. La quête de l'alchimiste, ça permet de récupérer des potions, de localiser des reliques. Donc oui, il y a tout un tas de reliques aussi qui ont été développées. Les reliques sont entre les mains de boss, en fait, qu'on détermine au début de la partie, soit au hasard. Certaines cartes permettent de le savoir, de savoir, bah, tiens, tel ou tel boss a cette relique-là. Et donc, on peut aller aussi à la recherche de ces reliques-là, en tuant ces créatures. Et elles apportent des avantages. Évidemment, les journaux de Strahd, il y en a plusieurs. Ça donne du lore sur le vampire, et plus on en a, et plus on a des avantages pour détruire le vampire en fin de partie, en fin de campagne. Donc ça, c'est intéressant, par exemple. Il y a aussi des reliques qui peuvent être volées, donc il y a une quête spéciale pour aller les chercher. Et il y a la poursuite de l'épée solaire, qui est l'arme ultime pour friter les vampires. Donc il faut la réussir, celle-là, par exemple. Donc voilà, ça c'est la première mini-campagne. Il y a une deuxième mini-campagne qui s'appelle la chasse aux vampires. Donc, avec trois scénarios, trois versions de scénarios sus aux vampires qui permettent justement de défausser la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, entrave, vampire, terreur sur la barovie. Donc on tue des sbires jeunes vampires, et voilà. Si on le fait, ça permet d'accéder soit à la transformation finale, soit à la captive. Il y a des liens comme ça, hein, qui permettent, bah, pareil, alors ça c'est des systèmes de scénarios tournants. Euh,
Voilà, ça permet, parce qu'on a d'autres cartes, hein, Héritage des vampires ou La Captive, elles sont liées, ces trucs-là. Enfin bon, bref. Ça a à voir avec le scénario, hein. Sang et brouillard, c'est la fameuse aventure qui permet de détruire le dragon zombie et d'accéder du coup au mode, enfin, aux aventures de crypte. Donc vous voyez, ces scénarios-là, en fait, au début, celui-là il est accessible et celui-là aussi est accessible. Mais évidemment, le sang et brouillard, il est conditionné. Il faut avoir déjà du sang de vampire, enfin de la cendre de vampire et du sang de loup-garou. Donc ça là, finalement, on ne peut pas l'avoir. On est obligé d'avoir commencé par friter du petit zombie. Il y a une deuxième, je ne dis pas de bêtises, il y a une deuxième carte pour la chasse aux vampires. C'est aussi. Alors, ça se passe vraiment au cœur de la crypte, hein, puisque là, ce sont des scénarios de crypte. Les deux sœurs, vous pouvez continuer votre progression dans les cryptes. Donc là, on est obligé de se les faire les uns après les autres, hein. Strad est un loup pour l'homme. À la poursuite de Strad partie 1, à la poursuite de Strad partie 2. Et là, on remporte la campagne après avoir terrassé. Voilà. Donc ça, c'est un peu, on va dire, l'arc principal de la campagne. Mais on a aussi accès à tous les boss. Donc ça c'est la mini-campagne Les Sbires du Maître. Donc on a justement le repère du loup-garou. Ça permet de défausser un pion loup-garou. C'est à peu près l'équivalent pour le vampire, c'est un pion terreur. Donc voilà. La tombe des ténèbres, ça permet d'aller récupérer les reliques du dragon mort-vivant. Le golem enragé, ça c'est un. On peut accéder directement aussi, ça permet d'aller récupérer, enfin détruire le golem, c'est un allié de Strahd qu'on enlève. Et en plus, on peut le gagner en allié s'il est pacifié. Donc il y a une possibilité de se le récupérer, de récupérer un gros allié bien costaud. Donc, ça c'est sympa. Après, voilà, ça c'est les scénarios plus difficiles, où on va se débarrasser d'un ténébreux, c'est une énorme créature. La tentatrice, donc c'est une succube. Voilà, c'est en deux parties. Il y a le royaume des spectres. Donc ça, c'est un gros fantôme. C'est pareil, c'est des boss, hein, en plus, hein. Et l'antre du Seigneur Loup-Garou, on l'a vu tout à l'heure. Et l'Alliance Diabolique, ce qui permet de détruire un portail qui mène vers les enfers. Donc tout un tas de joyeusetés, hein. Les reliques, on a vu. Et la dernière mini-campagne, c'est l'assaut des forces des ténèbres. C'est-à-dire que bah, pendant ce temps-là, le vampire, il se laisse pas faire, en fait, hein, et il mène il mène un assaut sur les terres de Barovie. Donc il faut aussi mener ça de concert pour éviter bah, les invasions, quoi. Parce que si le village est envahi, et ben, les copains, c'est plus compliqué. On ne peut plus trop accéder au village et du coup on est condamné à aller dormir dans une maison abandonnée. Voilà, la maison abandonnée. Avec bon, bah, tout un tas de galères, on se fait attaquer, on se repose moins bien, enfin voilà. On peut donc être épuisé à force. Donc voilà, vaut mieux éviter que la Barovie soit envahie, c'est quand même ce sera plus simple pour remporter la campagne. Pour ça, bah, on va dire, entraver les plans des boss, quoi. Donc voilà, il y a quatre comme ça, 4000 campagnes, et au final, bah, ça nous fait bah, un énorme livret de scénario, hein, qui est là. Il y a donc entre les aventures des campagnes et certaines aventures qui sont liées à des événements. Il y a deux types d'aventures liées à des événements. Il y a tout ce qui est autour des Vistani. Alors, Vistani, sont les bohémiens qui apparaissent dans l'univers de Ravenloft et qui sont ben, aussi un peu et victimes et alliés parfois du vampire. Et donc, eh ben, régulièrement, on se fait voler par les Vistani, on se fait cambrioler, et on peut chercher à avoir leur amitié. Donc il y a des quêtes spéciales qu'on va récupérer au travers d'événements qui nous permettent justement voilà, sauver un bohémien ou un truc comme ça, bon, c'est pas de truc, et qui permettent bah, d'avoir une carte après, une carte bonus d'alliés, quoi, qui permet d'avoir bah, voilà, d'avoir de l'aide au niveau des Vistani. Donc ça, ce sont des quêtes particulières encore. Et il y a des quêtes aussi liées à un personnage spécifique de l'univers qui s'appelle Irena et qui est en fait
personne qui est recherchée par Strahl von Zarovich, qui va absolument l'épouser parce que ça lui rappelle son amour perdu. Alors, on est vraiment dans quelque chose qui est assez proche de Dracula aussi, hein. C'est très inspiré, évidemment. Et donc, il y a des scénarios spécifiques qui permettent de sauver cette femme et de s'en faire aussi un allié très puissant. Donc, voilà, il y a des quêtes. Il y a 40 scénarios, quand même, hein, 40 scénarios. Et il y a aussi tout un tas de scénarios qui s'appellent des scénarios des aventures de rattrapage. Puisqu'en fait, je trouve intéressant aussi que dans le scénario, il y a des conséquences aux échecs et que les aventuriers ne s'en tirent pas aussi bien à bon compte, quoi. Et donc, on a des possibilités, évidemment, de mourir dans la campagne. Alors, pas aussi de manière aussi radicale, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on tombe à 0 point de vie que tout le monde tombe à 0 point de vie qu'on est tous morts. Mais la conséquence, c'est que généralement, si tout le monde tombe à terre et que le scénario est perdu, eh bien, dans la liste du scénario, on a des options de scénario de rattrapage qu'on doit faire dans l'ordre. Si ils ont déjà été faits, ben, on passe au scénario suivant. Et donc, généralement, bah, c'est des choses, c'est des scénarios qui sont peut-être plus faciles, quoique, c'est pas sûr. Et parfois avec des conditions un peu compliquées. Par exemple, les héros se trouvent sans armes et doivent, par exemple, s'enfuir d'une prison. Enfin, voilà. Ils doivent, en tout cas, ils sont dans une situation précaire et doivent s'en sortir. Voilà, c'est le principe de la... Et donc, dans ces scénarios de rattrapage, et uniquement dans ces scénarios de rattrapage, si on perd à nouveau, bah, cette fois-ci, là, on est vraiment... on peut mourir. On peut mourir pour de bon. Donc, il faut faire attention. Donc voilà, donc il y a tout un tas de scénarios comme ça de rattrapage, voilà, alors, qui ont été plus ou moins inventés, hein. Avoir du chien, captif, chasse à l'homme extérieur, chasse à l'homme intérieur, évasion, l'horreur de la sorcière, la transformation finale, l'antre du ténébreux, le labyrinthe des morts vivants, le piège du nécromant, le repère du loup-garou, le royaume des spectres, les brumes de Barovia, etc., etc. Bon, bref, tout un tas de trucs qui existent et tous les scénarios bah, sont là-dedans, quoi. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Ah oui, bah justement, les événements Barovie, très important. Autre deck que j'ai développé et qui était à la base un deck en anglais, ce sont des événements qui sont justement pour les phases de village. Voilà, les personnes trouvent aussi intéressant que bah, quand il y a une phase de village, quand les héros se reposent, qu'il puisse se passer des choses aussi. Et donc, ils ont développé. Alors, je suis désolé, je ne me rappelle plus de la personne qui a fait le. Je me demande si c'est pas encore Chromatic Dragon. Et donc, eh ben, je me suis emparé évidemment de ces cartages, je les ai traduits et j'en ai rajouté un bon paquet qui, justement, pour que ça raccorde avec la campagne. Donc voilà, alors, c'est de tout type, hein. Il y a des quêtes parfois, il y a des avantages, hein, des quêtes, voilà, acolyte, il y a une quête là par exemple. Et donc si on fait la quête, on peut gagner certaines choses. Des fois il se passe rien. Voilà. Des fois il se passe rien, c'est juste une tempête, c'est juste on va dire de l'ambiance quoi. Et là par exemple là, Mister Vistani, là on voit bien c'est une quête Vistani, donc ça ce sont des cartes que j'ai rajoutées. C'est ces quêtes-là qui permettent notamment eh ben, de gagner l'amitié des Vistani et de plus se faire cambrioler et voilà, d'avoir certains avantages. Parce que par exemple, les Vistani, dans la phase de village, ils ont un marché noir, donc on peut acheter des cartes chez eux aussi. À la recherche d'Irena, bah voilà, ça c'est Irena a disparu et enlevée sans doute par le vampire, donc on part à sa recherche. Donc il y a différentes quêtes pour la retrouver, etc., etc. Tout un tas de trucs. Euh, voilà, donc ça, ce sont les éléments bah aussi hein, qui amènent du lore dans la campagne. Et là, j'ai fait à peu près le tour. Alors, je pourrais vous parler aussi des cartes d'objets de campagne que j'ai mis en place. C'est-à-dire qu'on peut aussi au marché faire des achats, donc on peut acheter de l'eau bénite, des potions de restauration, des torches, de la nourriture. Voilà, donc on peut s'équiper aussi. Et puis pour terminer, donc lié aussi, enfin pour terminer, presque pour terminer, lié aux augmentations de niveau, et je voulais aussi que du coup les scénarios soient plus complexes, alors plus longs aussi, c'est le désavantage, c'est plus long à la fin. Il y a des cartes chambres qui sont inspirées en fait des cartes chambres qui venaient avec le jeu Wrath of Ashardalon, et ces cartes chambres, en fait, j'utilise donc les tuiles chambres aussi qui sont sur le jeu Wrath of Ashardal, donc ça nécessite de les avoir, mais enfin, éventuellement, peut-être trouver un moyen pour pallier ça.
Et en fait, ces cartes-là, elles interviennent eh bien, quand on est à partir d'un certain niveau. Alors, je crois que c'est niveau 4. Il me semble. Quand le groupe est grosso modo en moyenne de niveau 4, ou il y en a un qui est déjà niveau 4 au moins. Ouais, c'est ça, c'est pour aussi éviter qu'il y en ait un qui avance trop vite et qui laisse les autres à la ramasse derrière. Parce que quand on arrive au moment où il y a les chambres, là, ça se complique vraiment. Euh, donc, à peu près à la moitié des tuiles, on place une tuile spéciale chambre. Et donc, bah, quand ils arrivent dessus, paf, on révèle une chambre. Et il se passe des choses, quoi. Donc, et généralement, alors on n'est pas obligé de les faire, hein. Une fois de plus, c'est pas obligatoire. On peut très bien traverser le truc parce que on va dire, c'est une mission secondaire qui intervient dans le scénario. Mais généralement, elles ont des conséquences. C'est-à-dire que alors là, je sais pas si c'est marqué sur celle-là. En fait, ça doit être marqué dans les scénarios, je pense. Mais elles entraînent généralement l'activation de nouvelles cartes entraves. Et donc, bah voilà, si on passe au travers, eh ben, on va avoir encore des galères en plus. Donc, on peut faire le choix quand même de prendre le temps de faire ces mini quêtes secondaires ou pas. Et voilà, c'est encore des choix, encore des choix tactiques, savoir voilà, est-ce que j'y vais, est-ce qu'on s'y colle, quelles sont les conséquences si on ne va pas. Ah mince, ils vont réactiver telle relique, donc ça va être la galère, on va avoir de la terreur en plus, je sais pas quoi. Ou bah tant pis, il faut y aller parce que là on n'a plus beaucoup de points de vie, on est un peu faible, etc. Donc, voilà. En tout cas, ces cartes chambres, vous voyez, pareil, j'en ai un paquet, hein. Il y en a tout un paquet. Et donc ça permet eh ben, d'amener encore de la variation et de la complexité dans les scénarios. Voilà, quand les aventuriers avancent de plus en plus et commencent à prendre du galon. Voilà. Et pour terminer, enfin presque pour terminer une fois de plus, je reviendrai sur Strad von Zarovich lui-même, le boss hein, final. Donc voilà, qui est un monstre de niveau 6. Alors, ça m'a toujours intrigué ça aussi, hein, que les monstres pouvaient avoir des niveaux. Et donc, eh ben, c'est pareil, il y a quelqu'un de la communauté qui a aussi développé un super boss, c'est-à-dire un Strad von Zarovich de niveau 10 et avec des cartes en plus, voilà, de la difficulté en plus, et des cartes tactiques notamment. Et donc, bah, c'est pareil, hein, je me suis amusé à les traduire et à les faire. Voilà, donc on a les tactiques de Strad. Donc, à partir du moment aussi où nos héros atteignent un certain niveau, bah, Strad, lui, pendant ce temps-là, il progresse aussi, il monte de niveau. Et donc, quand il affronte, il est plus niveau 6, il est niveau 10, quoi. Et donc, quand il attaque, et ben, hop, il pioche une tactique, et puis on voit ce que ça fait, quoi. Invocation de mort-vivant, par exemple. Là, hop là, voilà. Donc là, il rajoute des monstres, il rajoute des créatures autour de lui, par exemple, j'imagine. Boule de feu, là, il balance un sort de boule de feu. Morsure précipitée. Donc voilà, c'est comme des tactiques c'est comme des cartes, un peu comme des cartes de héros, en fait, hein, avec des conditions, des conséquences aux attaques, des attaques de groupe ou des attaques individuelles. Voilà. Donc, pareil, de quoi faire aussi progresser le boss, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas un boss un peu compliqué à tuer à la fin, il faut que ce soit un peu le big boss, quoi. Par contre, il peut de temps en temps intervenir, arriver en cours de partie, dans certains scénarios, et voilà. Et pour terminer, voilà, pareil, en tant que maître de jeu de la campagne de jeu de rôle, je trouve intéressant de pouvoir proposer une version avec un maître de jeu. Et donc, je me suis amusé aussi à développer un système de campagne avec maître de jeu. Et donc, bah, c'est pareil. Voilà, j'ai mis en place un système avec des menaces, des points menaces, en fait, un peu inspiré de ce que pouvait être Descent, par exemple. Donc, le maître du jeu accumule des points de menace et peut dépenser ces points de menace pour faire tout un tas d'actions. Soit piocher des cartes rencontres, donc pour pouvoir faire des attaques spéciales ou déposer des pièges, choses comme ça. Ou jouer sur les cartes monstres aussi. Donc choisir, parce qu'on a une pioche, on a une main de cartes monstres, et on peut éventuellement se dire, ah non, je préfère qu'il rencontre ce monstre-là parce qu'il est plus adéquat à ce moment-là. Paf, paf, je place mon monstre, mais ça me coûte un certain nombre de points, etc. Bon, bref, il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire. Et notamment, on peut invoquer Strad ou un anti-héros.
Alors, les anti-héros, c'est les héros qui ont été mordus par des vampires et qui n'ont pas pu se guérir et qui sont devenus des vampires eux-mêmes, qui deviennent donc des esclaves de Strahd. Et après, ils sont retirés du jeu et ils deviennent des alliés du vampire. Bon, ça, c'est que en mode maître du jeu, mais c'est sympa, c'est sympa à jouer. Et donc, de temps en temps, le Strahd peut se ramener et puis tenter de. Voilà. Par contre, c'est risqué parce qu'il peut aussi prendre des coups et du coup bah, être blessé pendant un certain nombre de temps. Voilà. J'ai fait à peu près le tour, je pense, du mode de ce que j'ai mis en place pour le mode campagne de Ravenloft. Donc, vous avez vu, il y a une phase de ville. Bon, j'ai pas vu, on n'a pas passé vite fait toutes les tuiles, mais enfin, on pourrait les montrer. Alors, ça, c'est comment gagner des points de menace. Alors, je change de caméra. Alors, ça, c'est comment gagner des points de menace quand on est maître du jeu. Voilà, quand une tuile avec un crâne est explorée. Ah, vous savez, sur les tuiles, il y avait des tuiles Ravenloft du jeu. Il y a des crânes de temps en temps qui apparaissent. Et je crois qu'il n'y a aucun scénario qui parle de ces crânes. Donc, ils sont juste là comme ça. Il y en a pas toujours. Et en fait, elles n'ont pas de signification dans le jeu. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur à la base, ou si ça correspond à quelque chose ou pas. Mais du coup, moi, je m'en sers. Et donc, quand il y a un crâne qui apparaît, bah, hop, on gagne un point de menace. C'est comme voilà, c'est un endroit un peu plus dangereux. Et quand une tuile objectif est révélée, le maître du jeu gagne 2 points de menace. Et sinon, plus les monstres sont tués aussi, plus le maître de jeu gagne des points de menace aussi. Voilà. Et quand l'objectif des héros est atteint, on gagne des points de menace. Ces points de menace sont gardés aussi ils sont gardés d'aventure en aventure. Voilà. Moi, après, il y a aussi des jetons trésors, des jetons monstres que j'utilise. Mais voilà, pour varier le nombre de créatures qui apparaissent, etc. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fait à peu près le tour, hein. J'ai fait à peu près le tour. Voilà, on peut montrer vite fait. Il y a l'auberge du sang de la vigne. Alors, j'ai des petits jetons comme ça qui se mettent avec de la pâte à fixe quand il y a des entraves qui apparaissent et qui sont actives. Donc là, il y a la séduction de la succube, pardon, et malédiction de la guenote qui sont encore actives, par exemple. Donc, ça, c'est les petits jetons que j'ai fait. Là, on a la fameuse icône de Ravenloft qu'on peut choisir de laisser au temple. Et quand on la laisse au temple, elle protège le village. Sinon, on la prend avec nous. C'est une bonne relique qui a pas mal de pouvoir, donc on peut faire un choix aussi. Enfin, ouais, tout un tas de petits trucs à faire. Et le magasin, on peut aller acheter de l'équipement en fonction aussi du niveau de terreur. Donc là, on a le niveau de terreur et les conséquences Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, je ne vais pas m'apesantir trop longtemps sur ça. Je voulais surtout vous montrer une présentation un peu générale. Tous ces éléments, hein, tous ces documents, ces cartes, ces fiches sont à votre entière disposition. Il faut simplement, pour l'instant, je ne l'ai pas encore, il faudra que je le fasse. J'avais mis, je crois, une partie du matériel en disposition sur Board Game Geek. Il faudra sans doute que je mette à jour et que je mette ça en place. Je ne l'ai pas encore fait, mais pour le moment, si ça vous intéresse vraiment, eh ben, en fait, je vous demande de me contacter par le forum du Cœur de la Loge. Voilà, vous tapez sur un moteur de recherche forum Cœur de la Loge. Voilà, c'est un forum de vidéastes de YouTube, et voilà, de discussion autour du jeu. Et voilà, vous m'envoyez un petit message, ou vous me faites signe, vous dites voilà, je t'ai envoyé un message, et puis voilà, je vous fais un petit lien de téléchargement et je vous envoie ce que vous voulez. Que ce soit les traductions des jeux, ou le mode campagne. Parce que les traductions, je vous ai dit, j'ai la traduction de Castle Ravenloft, la traduction de Wrath of Ashardalon, la traduction de Legend of Drizzt, et la traduction du celui d'après, c'est Temple of Evil, Elemental Evil, ou Evil Elemental, je sais plus. Voilà, voilà. Donc, si ça vous intéresse, pas de souci. Et puis, du coup, je vais sans doute m'amuser, parce que jusque-là, j'ai une campagne en cours hein, pour Castle Ravenloft avec des copains du forum, justement, mais qui s'est arrêté parce que voilà, c'était un peu compliqué au niveau du temps, etc., de trouver, parce que les scénarios devenaient de plus en plus compliqués, et puis je sais plus, et puis le temps a passé, le Covid aussi, blablabla. Bla, bla. Donc ça s'est un peu mis en... Et puis surtout, j'avais plus de... C'était très compliqué pour moi de faire des lives à cause de ma connexion Internet. Donc, bon, pour l'instant, c'est un peu mis entre parenthèses. Et du coup, j'ai envie de m'amuser. Quand j'aurai le temps, je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais de relancer, pourquoi pas, une petite campagne en solo. Là, sans le mode maître du jeu, juste voilà, laisser faire rouler un peu le jeu, voir ce que ça donne avec les cartes événements, le phase de village, et puis faire progresser, peut-être faire avec deux personnages, et les faire progresser, et puis voir un peu ce que ça donne, faire les choix
au niveau des quêtes. Donc on verra ça. Je vais essayer de voir si je peux mettre ça en place aussi, en parallèle, parce que je sais que vous êtes assez demandeur de ce type de jeu. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment, hein. Et puis, si ça vous intéresse de le recevoir, de l'avoir chez vous, et ben vous me voilà, faites signe. Voilà, voilà. Bah, c'était donc le temple du jeu d'Arkaril pour le jeu Ravenloft, Castle Ravenloft, le mode campagne. Bah, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se dit à très très bientôt pour une prochain programme. Peut-être d'ailleurs autour de Castle Ravenloft. Voilà. Un début de campagne, voire une campagne entière si j'ai le courage. Ça me dirait bien, hein, ceci dit, parce que c'est un système au final où j'ai jamais été jusqu'au bout, donc ça pourrait être sympa que j'essaie d'aller au bout pour voir si ça tient. Selon que c'est évolutif, hein, j'ai fait déjà pas mal de modifications, c'est l'avantage, hein, c'est quand c'est ton petit bébé, et ben j'ai modifié des choses, parce que parfois certains scénarios étaient trop longs, voilà, donc je modifie un peu au fur et à mesure des tests que je fais, quoi. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus tard sur la chaîne ou ailleurs. Ciao!